Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Canel Valton. Je m'apprête à modérer une conférence au Festival Le Monde en Vue pour la 8e année consécutive. Donc bienvenue à vous, si on ne se connaît pas encore. Pour les multirécidivistes qui nous ont rejoints ce soir, merci de recommencer cette année. Je suis ravie de vous accueillir. Je vous remercie de votre patience. Notre programme a été un peu bouleversé par les intempéries. Ça devient une habitude, c'est la 2e année qu'ils nous font le coup de la tempête la veille d'une conf. Merci de votre flexibilité, merci de vous joindre à nous. On va discuter pendant 1h30. Et puis à 20h, on va ouvrir le festival officiellement. Voilà, donc les choses ne sont pas tout à fait dans le bon ordre, mais elles vont se faire et c'est l'essentiel. Bonsoir, bienvenue. J'espère qu'il y a de la place pour tout le monde. Je suis ravie d'accueillir ce soir Amira Swilem et Edoui Plenel, que vous aurez bien sûr reconnus. Je sais que vous êtes là pour lui et pas pour moi, je vous pardonne. Je suis là pour lui aussi. J'ai eu très envie d'accueillir Amira et Edoui ce soir pour échanger avec eux, pour parler avec eux des bouleversements du monde, et notamment d'un phénomène qui m'angoisse beaucoup et qui me fascine en même temps, qui est celui de la multiplication de ce qu'on appelle les démocratures. C'est ça qu'on va explorer ce soir ensemble. J'ai choisi Amira Swilem et Edoui Plenel aussi parce qu'ils ont une manière très particulière d'incarner leur métier fascinant de journaliste, et parce que le cours de l'histoire est rentré en collision de façon spectaculaire avec leur trajectoire personnelle. Et donc, je voulais qu'on analyse ces phénomènes géopolitiques, mais aussi à la lumière de leur trajectoire individuelle, parce qu'être un journaliste et s'inquiéter des droits humains, c'est pas anodin, et ça a un impact sur les gens qui portent ces beaux combats, sur leur famille, sur leur vie quotidienne. Amira Swilem, j'ai rencontré Amira sur les bancs de Sciences Po il y a 20 ans. Amira, depuis qu'on s'est croisés à la rue Saint-Guillaume, est devenue journaliste, reporter, spécialiste de l'après-guerre, et reporter donc pour RFI, pour Arte. Et Amira a ceci de particulier qu'il y a à peine 3 jours, elle était encore en Cisjordanie. On s'est croisés à Paris en juillet dans un décor complètement surréaliste, magnifique, très poétique. Et pendant quelques heures, Amira m'a parlé de l'horreur qu'elle documente depuis plusieurs mois maintenant en Cisjordanie. Et j'ai eu très envie de partager ça avec vous. Et juste avant la Cisjordanie, Amira a passé 5 ans en Tunisie, où justement la dérive autocratique de l'État tunisien a rattrapé sa vie de journaliste. Et donc je voudrais aussi aussi et surtout qu'elle partage la façon dont la révolution tunisienne, qui était portée par un vent d'optimisme, est devenue un cauchemar pour beaucoup de Tunisiens, et y compris pour elle. Edoui Plenel, je ne vous présente plus, cofondateur de Mediapart. Vous avez commencé votre carrière à l'organe de presse de la Ligue communiste révolutionnaire. Depuis, ah oui, mais c'était des beaux débuts. Un jour, une année, 10 ans, le temps importe peu. Et puis, évidemment, 25 ans, c'est ça, au Monde. Avant une révolution journalistique et médiatique, Mediapart. Avec vous, j'aimerais évoquer justement une vie d'engagement au nom de la vérité, et parfois contre la raison d'État, ce qui vous a causé aussi quelques soucis. Alors, avant de commencer, pour justifier toutes les comparaisons outrancières que je m'apprête à faire, j'aimerais jouer avec vous. On va faire un quiz si vous voulez bien. Le principe du quiz, c'est Tunis, Paris ou les deux. Alors, donc je vais vous dire des trucs qui vont vous paraître fous et vous allez me dire
à quel pays ça correspond. Alors, dans mon premier exemple, une militante a été condamnée à 6 mois de prison ferme pour avoir aspergé une façade de bâtiment officiel avec de la peinture lavable, dois-je le préciser, orange. Paris ou Tunis? Ok, ils sont bons. Deuxième question. Dans ce pays, un défenseur des droits des migrants a été condamné à mort. Non, celui-là n'a pas été condamné à mort. Il a été condamné à de la prison pour avoir publié un tweet ironique. Paris ou Tunis? Erreur. Paris. Dans cet autre pays, l'ONU et Amnesty International se sont inquiétés des pratiques racistes des forces de l'ordre. On se comprend. Alors, un dernier, juste pour la route. Le Comité des droits de l'homme de l'ONU a considéré que dans ce pays, l'utilisation par les forces de l'ordre de technologies de vidéosurveillance de masse était une ingérence disproportionnée. Paris ou Tunis? Ok. Donc l'idée, et c'est aussi ça mon objectif ce soir, c'est de montrer que on regarde des pays qui nous paraissent tout à fait lointains et très exotiques au JT, en ignorant que nous sommes nous-mêmes en fait aux prises avec un État qui grignote petit à petit notre droit de manifester, la liberté de la presse et plein d'autres libertés fondamentales. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais qu'on parle, Amira, de la façon dont Kais Saied, donc le leader de, je ne sais pas comment on doit l'appeler, le président de la Tunisie, est arrivé au pouvoir, parce que ce qu'on découvre en analysant ces démocratures, hein, donc des démocraties qui flirtent avec la dictature, c'est qu'il y a un contexte pour l'arrivée de cet homme présidentiel qui va petit à petit muscler sa façon d'exercer le pouvoir. Est-ce que tu peux nous décrire l'ambiance qui règne en Tunisie au moment de l'apparition de cette figure providentielle? Oui, alors peut-être que... Bonsoir déjà. Je suis contente d'être parmi vous. Donc ce qu'on peut dire peut-être déjà, c'est qu'on est quasiment 15 ans après la révolution tunisienne. On va commémorer, je n'utilise pas le terme célébrer, parce que la situation est grave aujourd'hui en Tunisie et la révolution ne sera pas véritablement célébrée en janvier prochain. Donc on va commémorer prochainement les 15 ans de la révolution tunisienne. Et c'est vrai qu'il y a une question qui revient souvent. Souvent on me dit, mais comment c'est possible que la Tunisie en soit arrivée là 15 ans après? Comment ce pays qui a porté comme ça les révolutions arabes et les espoirs de centaines de millions de personnes a pu à nouveau renouer avec la dictature? C'est vrai qu'avec du recul, c'est intriguant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je dis qu'en fait, l'ascension au pouvoir de Kais Saied, en fait, c'est, je pense, à mon avis, la rencontre d'un peuple qui avait des comptes à rendre après 10 ans d'errement post-révolutionnaire, avec un homme qui, lui, depuis longtemps, voulait décapiter le système. En fait, ce qui s'est passé en Tunisie après la Révolution, c'est qu'on sortait de plus de 50 ans de dictature. J'inclus aussi Bourguiba dans les 50 ans. Ben Ali, c'était 23 ans. Et donc, après cette révolution tunisienne, il y a eu une urgence pour les politiques tunisiens, c'était de faire en sorte que plus jamais un homme puisse concentrer le pouvoir en ses mains. Donc, pendant près de 3 ans, plus de 3 ans, les Tunisiens se sont écharpés sur un projet de constituante et on est sorti de là avec un modèle qu'on appelle mixte, c'est-à-dire mi-présidentiel, mi-parlementaire, où le pouvoir, pour justement ne pas être concentré à nouveau dans les mains d'un seul homme, eh bien, a été dispersé en quelque sorte entre ce qu'on appelait en Tunisie les 3 présidents, le président de l'Assemblée, le chef du gouvernement et le président. Et cette dilution du pouvoir, en quelque sorte, a créé une espèce de cacophonie au sommet de l'État. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvé à plusieurs reprises en Tunisie avec des députés qui s'écharpent littéralement à l'Assemblée. On en est arrivé aux mains. Parfois, le sang a coulé dans l'enceinte même du Parlement. Ça a duré des années. À cela s'ajoute un certain arrivisme, népotisme, amateurisme d'une classe politique qui, en fait, découvrait la démocratie en quelque sorte. Et à cela s'est ajouté un contexte extérieur très lourd. Il y a eu des attentats en Tunisie, il y a eu une crise économique forte, il y a eu le Covid, il y a eu la guerre en Ukraine qui a fait que les denrées, des matières premières ont renchéri en Tunisie. Et tout ça donnait l'impression aux Tunisiens que cette grande cacophonie et que ce chaos que connaissait le pays, finalement,
était lié à l'ascension de ce qu'on appelait la démocratie. Donc on s'est retrouvé dans un pays, moi quand je suis arrivée en Tunisie, je suis arrivée quelques jours avant l'élection de Kais Saïed, et les Tunisiens, il y avait une petite musique comme ça qui montait, c'était mieux sous Ben Ali, et finalement, ok, blablabla, on peut parler, mais qu'est-ce que ça a changé à nos vies? Rien. Il y a une envie, il y avait un désir d'ordre de la part des Tunisiens sur laquelle Kais Saïed a su surfer. Donc lui, Kais Saïed, c'est un ancien professeur de droit. C'est un homme extrêmement austère qui est d'ailleurs surnommé Robocop en Tunisie, qui était surnommé Robocop. Et donc les Tunisiens, qui en avaient un petit peu assez justement de cette cacophonie politique dont je vous parlais, ont vu en lui un homme austère capable de redresser le pays. Donc il y a eu effectivement un moment où une grande partie du peuple tunisien s'est dit, voilà, on est prêt à remettre un peu les clés effectivement de notre liberté à un homme providentiel qui va pouvoir remettre de l'ordre dans ce pays. Et il lui faisait confiance puisque effectivement, Kais Saïed est auréolé aujourd'hui encore de son titre. D'ailleurs, beaucoup l'appellent El Hostel, ça veut dire le professeur de droit. Donc il y avait un argument d'autorité qui faisait qu'une partie des Tunisiens a été rassurée de lui donner les clés du pays. C'est comme ça qu'en 2019, effectivement, Kais Saïed est arrivé au pouvoir, à la faveur de tous ces éléments-là. Et Louis Plenel, est-ce que la France traverse une crise politique sans précédent, dit-on? Est-ce que, selon vous, on est sur un terreau fertile pour l'avènement de ce type d'homme providentiel? Bonsoir à toutes et toutes. Content Wezot. J'ai vu la thématique de nos échanges pendant ce festival des droits humains. Je pense qu'il faut se dire franchement les choses, et d'autant plus en rendant hommage à une journaliste comme Amira qui voit cette catastrophe au plus près et dans différents lieux et qui la vit. Je vous conseille, en réfléchissant à notre conversation, j'ai regardé sur Internet une vidéo d'une conférence qu'elle a faite auprès d'étudiants de Sciences Po en 2024, ça s'appelle « Le blues du reporter ». C'est très, très belle parce que c'est beau, et bien dit et poétique, et en même temps, c'est poignant parce que ce sentiment d'être témoin d'une catastrophe, d'une course à l'abîme de nos sociétés et du monde lui-même, et d'en rendre compte et de continuer à en rendre compte et en même temps d'être totalement impuissant. Et on peut se dire clairement les choses, tous nos mots, depuis 2 ans, n'ont rien empêché. Et cette catastrophe dont Gaza est l'épicentre n'a évidemment pas commencé le 7 octobre, mais depuis le 7 octobre, voilà, nous sommes face à une destruction d'un peuple. Et probablement que pendant très longtemps, ça va nous hanter. Tous et toutes, nous savons. Et nous savons qu'un crime contre l'humanité, un crime de génocide a eu lieu. Et donc, pour répondre à votre question, fondamentalement, je crois qu'il faut se dire que la catastrophe, elle n'est pas à venir, elle est déjà là. Nous y sommes, avec des intensités diverses, variées. Regardez la bascule des États-Unis d'Amérique. On se disait, il y a une culture, le premier amendement de la Constitution américaine, la protection de la liberté de la presse, des universités très puissantes, un président qui devait négocier avec le Congrès. Là-bas, il n'y a même pas 1 an que Trump est à nouveau président et la bascule va très très vite. Encore hier, sur Mediapart, on racontait comment un universitaire qui a fait un livre sur les antifascistes a dû quitter les États-Unis. Un universitaire américain est parti en Espagne parce qu'il subissait des menaces, puisque depuis l'assassinat de Charlie Kirk, les antifas
ont été désignés par un décret présidentiel comme des terroristes. Et donc, comme lui, il a fait une étude sur le mouvement antifasciste et les antifas, eh bien, son adresse a été rendue publique et une campagne a été menée contre lui. Je ne prends que cet exemple et je pourrais en prendre 1000 autres. Vous savez qu'il y a 200 mots qui sont interdits dans le langage administratif américain et qui, grâce aux moteurs de recherche, peuvent aussi pénaliser des chercheurs, des étudiants qui demandent des emplois. Parmi ces mots, il y a le mot égalité, il y a le mot féminisme, il y a le mot race. Vous pouvez multiplier tous les mots de l'émancipation, tous les mots de la bataille pour les droits humains, ce qui est dans ce festival, sont interdits par simple décret présidentiel. Alors, où je veux en venir parce que notre rôle à nous dans ce métier, c'est d'aider à y voir clair. C'est pas de se lamenter, c'est pas de rajouter de l'émotion à l'émotion, mais c'est déjà qu'on ne soit pas pris comme des lapins paralysés dans les phares, ou des papillons là, qui volaient autour d'une lampe. Il faut qu'on comprenne d'abord ce qui nous arrive. Alors, ce qui nous arrive, c'est que nous avons des forces qui sont unies, de Poutine à Trump, en passant par Netanyahou, par Orban, par le président tunisien et plein d'autres, par la haine de l'égalité. Ils ne veulent pas de l'égalité naturelle. Nous sommes ici, les Caraïbes, la proclamation de l'égalité naturelle a été faite alors qu'aucun droit n'existait, ni droits sociaux, ni droits politiques, encore moins l'esclavage, droits des femmes, et ainsi de suite. Qu'est-ce que signifie la révolution haïtienne ? Eh bien, c'est qu'elle a pris cet imaginaire et elle l'a poussé jusqu'à sa radicalité. Nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre. C'est ça le moteur de l'émancipation, c'est ça le moteur des droits humains. Le point commun entre Trump, entre Poutine, entre nos extrêmes droites et tous les autres, c'est qu'ils pensent qu'il y a des civilisations supérieures à d'autres, des origines supérieures à d'autres, des apparences supérieures à d'autres, des religions, des croyances supérieures à d'autres. C'est pour ça que ça a différents visages de par le monde. Alors, pourquoi ils rentrent dans une brèche? Pourquoi ils ont le vent en poupe? Mais parce que nous n'avons pas prêté, nous, tranquillement, là, suffisamment attention, et surtout ceux qui nous représentent, à qu'est-ce que c'est que la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le droit de vote. La démocratie, ce n'est pas choisir des représentants. La preuve, ils peuvent confisquer le pouvoir. Mais il n'y a pas besoin d'aller regarder en Tunisie. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? La France, je veux dire là-bas, de l'autre côté. Moi, là-bas, pas ici, là-bas. Je salue la décision du Congrès de l'Assemblée martiniquaise qui a décidé de passer au Congrès. Je ne dis jamais métropole. Moi, je dis la France, il y a la Guadeloupe, il y a la Martinique, c'est des pays. Bon, voilà, c'est mon histoire. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a un président qui est élu et qui considère que et puis, il peut, à partir du bunker présidentiel, confisquer la volonté de tous au nom de son pouvoir solitaire. Du coup, il détruit toute culture démocratique. La démocratie, c'est une culture. C'est le droit de manifester, c'est le droit de protester, c'est le droit de s'organiser. Et puis, c'est des contre-pouvoirs, c'est une séparation des pouvoirs. Regardez le paysage sidérant qui a accompagné la condamnation de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy est condamné pour la 3e fois, déjà une condamnation définitive, une deuxième qui va connaître le résultat en cours de cassation, et une 3e dont il fait appel, mais ce n'est pas un primo-délinquant, comme l'on dit, c'est un récidiviste. Bon. Et quel est le débat politique et médiatique, avec y compris des ministres en place qui vont lui rendre visite et qui le défendent? Eh bien, c'est les juges qui sont mis en cause, la magistrature qui est mise en cause et le journalisme, en l'occurrence Mediapart. La liberté de la presse, l'indépendance de la justice, c'est les piliers de la démocratie. Donc, c'est de ne pas y avoir assez prêté attention qui fait la catastrophe. Mais je pourrais continuer les exemples. Évidemment que la catastrophe qui se passe et dont le peuple palestinien est la victime,
eh bien, elle ne démarre pas, je l'ai dit, depuis le 7 octobre. Et bien sûr que Trump est un allié total de Netanyahou. Ne vous trompez pas autour de toutes les paroles et de tout le baratin des soi-disant négociations de paix. Ils veulent vraiment faire la Riviera. C'est pour ça qu'il y a Jared Kushner, son gendre, qui est le délégué qui représente Trump. C'est un homme d'affaires. Il est dans son business. Et le gendre, il fait du business. Il engrange des milliards. Et ils veulent faire la Riviera. Donc, bon, voilà, ils veulent effacer la Palestine. Ça ne veut pas dire détruire tous les Palestiniens, mais au bout d'un moment, effacer la Palestine. C'est comme une pierre tombale sur l'idée de Palestine. C'est ça qu'ils veulent faire. Alors, pourquoi je dis ça? C'est parce que M. Biden, il a tout fait pour que ce soit possible, ça aussi. Et il est démocrate. Il est démocrate. Et donc, il y a une longue durée de l'aveuglement des puissances occidentales sur la question de Palestine depuis 1948. Le double standard ne date pas d'aujourd'hui. On a jeté comme un manteau de poussière notre propre crime, le crime européen, le crime de génocide commis contre les Juifs d'Europe. On l'a jeté sur le dos d'un peuple qui n'y pouvait rien, qui n'y est pour rien, le peuple palestinien. On ne répare pas un crime en laissant commettre une injustice. Et c'est ici qu'un homme a dit la vérité de tout cela. C'est Aimé Césaire dans son discours sur le colonialisme, qu'il faut relire, qui est un texte totalement brûlant aujourd'hui et d'une actualité impressionnante, puisqu'au fond, la question de Palestine, elle nous montre que la question coloniale, elle n'est pas derrière nous, qu'elle est même réactivée, et elle est même réactivée par l'agression russe en Ukraine, qui est celle d'un nouvel impérialisme, qui veut aussi annexer d'autres peuples, ne pas les laisser s'autodéterminer, faire leur propre chemin. Et que dit Césaire dans le discours sur le colonialisme? Il dit, au fond, ce que vous reprochez à Hitler, c'est d'avoir fait ce que vous nous avez fait à des gens comme vous, ici, du continent européen. Mais au bout du bout, le ressort, c'est le colonialisme. L'hitlérisme était un colonialisme, était un impérialisme. Et c'est là qu'il dit, mais au bout du bout, derrière le colonialisme, il y a toujours Hitler. Dès que l'on pense qu'on est une civilisation supérieure et que les autres sont des barbares, eh bien, on se barbarise soi-même. On devient soi-même un barbare. Et cela provoque le crime, cela fait naître le crime contre l'humanité, le crime de la haine de l'homme, de la haine de l'homme. Alors, voilà, nous sommes dans cette situation où ce que nous défendons est un peu le dos au mur, mais il faut se battre. Quand je dis que la démocratie, c'est un système complexe, c'est un système de droit, de pouvoir, de contre-pouvoir, et nous sommes devant vous au nom d'un droit fondamental, qui est le droit de savoir. Vous êtes universitaire, beaucoup de ce colloque est organisé par des enseignants, enfin ce festival, eh bien, on ne finit pas d'apprendre une fois qu'on a terminé ses études. En tant que citoyen, citoyenne, on est des autodidactes permanents. On a besoin de comprendre ce qui nous arrive. On a besoin de comprendre le présent. On a besoin de comprendre ce présent dans lequel il y a beaucoup de passé. L'indépendance du journalisme, l'intégrité du journalisme, la responsabilité du journaliste, c'est cela. C'est nous donner des connaissances sur ce présent dans lequel travaille encore le passé. Et donc, ce travail-là, il est essentiel. Ce droit de savoir est essentiel. Il faut le protéger, le défendre. Et vous voyez bien, je termine là, que quand je dis que c'est l'enjeu de la connaissance, le Trumpisme s'attaque à la connaissance, pas seulement au journalisme, aux scientifiques, aux universités. Regardez sur le climat. Ici, on est bien placé pour connaître les enjeux du bouleversement climatique. Eh bien, c'est eux, et c'est le jour de sa première intronisation, de son premier mandat, qu'ils ont inventé les vérités alternatives. N'est vrai que ce que je crois, et non pas ce qui est vrai. Et c'est le système qu'ils empiantissent au niveau des médias. Le propre du journalisme n'est pas l'opinion. Vous avez tous des opinions, bonnes, mauvaises, pertinentes, raisonnables, je ne sais pas. Mais ça appartient à tout le monde. Nous, journalistes, notre responsabilité, c'est d'apporter des informations. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, c'est une mise en garde importante, c'est une bataille que nous devons mener. Le cheval de Troie pour tuer la connaissance devient l'opinion.
n'est vrai que ce que je crois, mon opinion contre la tienne, mon identité contre la tienne, ma croyance, ma communauté, la guerre de tous contre tous. Une démocratie vivante, c'est celle où on met au milieu du débat démocratique un rapport au réel. En Tunisie, vient d'être condamné à mort pour un post Facebook, quelqu'un. Donc, nous devons mener cette bataille parce que si nous laissons filer, c'est tout le problème en France des médias Bolloré, mais qui ne font que reprendre ce qui s'est joué aux États-Unis, eh bien, nous allons perdre pied. Nous allons perdre pied et ne plus comprendre ce qui nous arrive. Donc, c'est une bataille, voilà, et il faut l'amener. Amira, justement, tu as documenté pendant 5 ans la façon dont le pouvoir de Sayed s'est retourné contre sa population. Est-ce que tu peux nous raconter l'évolution de ce phénomène ? Oui, alors c'est vrai que c'est un spectacle qui est à la fois effrayant et fascinant. Enfin, effrayant pour moi qui suis aussi tunisienne, de voir que la dictature revenait comme ça par petites touches. Et puis fascinant parce qu'en tant que journaliste, en tant qu'observatrice, moi, mon grand regret, c'était de ne pas assister à la naissance de la révolution tunisienne. Et là, j'ai assisté à sa mort, mais vraiment par petites touches comme ça au quotidien. Et j'ai découvert en fait que finalement, les dictateurs peuvent être des gens très patients. Et Kais Saied a été très patient et extrêmement méthodique. C'est-à-dire qu'il a été élu avec un score très élevé, plus de 70% en 2019. Il a attendu 2021 pour faire son coup d'éclat constitutionnel, c'est-à-dire qu'à la faveur de l'article 80 de la Constitution, il a décidé de geler le Parlement, de démettre de ses fonctions son Premier ministre. Alors moi, je dis coup d'éclat constitutionnel, mais certains disent clairement coup d'État. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec du recul, on peut parler effectivement d'un coup d'État. Et puis, Kais Saied, il a été très stratégique parce que il a avancé doucement, pion par pion. Et ce qui est absolument incroyable, c'est qu'il s'est servi du peuple comme marchepied pour s'arroger tous les pouvoirs. Donc, le 25 juillet 2021, quand il décide d'enclencher cet article 80 pour s'octroyer les pleins pouvoirs, moi, en écoutant son discours à la télévision, je suis absolument terrassée. Je l'écoute parler, je me dis, OK, en fait, la Tunisie est en train de rebasculer dans la dictature. Je suis complètement catastrophée, sauf que c'est pas du tout comme ça qu'ont réagi les Tunisiens. Les Tunisiens sont descendus en masse dans les rues célébrer ce moment-là, tout simplement parce qu'ils avaient l'impression que cet homme providentiel les libérait de cette caste politique qui les avait énormément déçus pendant 10 ans, avec une mention spéciale pour le parti Ennahda, qui est donc le parti islamiste en Tunisie. Donc le peuple était, entre guillemets, soulagé d'en découdre avec l'élite politique. Et la classe qu'on appelle progressiste en Tunisie était extrêmement contente d'en finir de régler ses comptes avec les islamistes, en fait. Et donc, finalement, ce soir-là, on était une toute petite minorité à être complètement catastrophée et à dire « Attention, votre tour viendra. Un dictateur ne s'arrête pas tout seul. Ce n'est que le début d'une descente aux enfers. » Et ces voix-là n'étaient absolument pas audibles en Tunisie le 25 juillet 2021. Et en fait, il s'est passé ensuite ce que j'avais imaginé, c'est-à-dire que Kais Saied a pris petit à petit, a en fait détruit tous les acquis de la révolution tunisienne, mais de façon extrêmement stratégique et intelligente. C'est-à-dire que, par exemple, je me souviens je crois que c'était en septembre 2021, si je ne me trompe pas, quand il décide de légiférer par décret, il l'annonce, mais en même temps, il annonce désigner un chef du gouvernement femme. Donc, tout le monde est subjugué par cette annonce. C'est la première fois que dans le monde arabe, il y a un pays qui a une femme chef du gouvernement. Donc, tous les médias, aussi bien tunisiens qu'internationaux, foncent dans le mur. Enfin, on ne voit pas du tout Et en fait, c'est une ruse. Hein. C'est-à-dire qu'il décide de légiférer par décret, mais en même temps, il nomme une femme qui est ministre, qui est première chef du gouvernement. Pareil, il décide de dissoudre le Conseil supérieur de la magistrature à la faveur de l'anniversaire de l'assassinat de Chokri Belaïd, qui a été assassiné en plein Tunis par balle. C'est un assassinat politique qui a choqué les Tunisiens, endeuillé les Tunisiens, et lui décide, le jour anniversaire de la mort de l'assassinat de Chokri Belaïd, de dire l'enquête n'avance pas suffisamment rapidement, c'est à cause du Conseil supérieur de la magistrature, et paf, il le dissout. Et en fait,
il va avancer comme ça, pion par pion, et au bout d'un an, on va se retrouver avec tous les acquis démocratiques de la Tunisie, eh bien, complètement à terre. Et qu'en est-il donc de la liberté de la presse ? Eh ben, la presse, évidemment, a suivi très rapidement. Alors, ce qui s'est passé pour la presse en Tunisie, c'est que les journalistes tunisiens ont vu le vent tourner. C'est-à-dire que 10 ans dans l'histoire d'un pays, finalement, c'est très court. Et donc, l'inconscient a très vite parlé. C'est-à-dire que les journalistes se sont d'eux-mêmes autocensurés. Les chaînes publiques ont arrêté d'inviter des opposants. Et les chaînes et radios privées, ce qu'elles ont fait souvent, c'est qu'elles ont engagé des chroniqueurs pro-Kais Saïed sur leurs antennes. Et très rapidement, évidemment, il a fallu museler cette presse. Et donc, il y a un décret qui est entré en vigueur, le fameux article 54, qui punit, entre guillemets, les fausses informations et qui a en fait ensuite servi à poursuivre avocats, journalistes, membres de la société civile, etc. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé le soir du 12 novembre 2024 ? Ah oui, c'était cette année, ouais. On va bientôt fêter ce triste anniversaire. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé pour toi ce jour-là ? Oui, alors ce qui s'est passé, c'est qu'on sortait d'une présidentielle en Tunisie. Il y a eu une présidentielle en octobre dernier, octobre 2024, que j'ai évidemment documentée. Donc j'ai passé mes journées à faire des reportages autour de cette élection. On a senti que les choses se corsaient pendant l'élection et après. On a senti que Kais Saïed était complètement grisé par sa... Enfin, on ne peut même pas utiliser le terme de réélection, parce qu'à partir du moment où les opposants n'ont pas pu se présenter, on s'est retrouvé avec une élection présidentielle où il y avait donc le président sortant, que moi j'appelais le président restant, tellement il n'y avait pas de mystère autour de sa réélection. Donc, Kais Saïed, un de ses soutiens, et puis un troisième candidat qui a été mis en prison le jour même de l'annonce de sa candidature. Donc, autant vous dire que le jeu était plié. Je voyais petit à petit toutes les personnes que j'avais l'habitude d'interviewer en manifestation ou ailleurs être arrêtées. Des membres de la société civile, des avocats, des journalistes, même des journalistes franco-tunisiens comme Mourad Zridi, que vous devez connaître, qui était journaliste pendant longtemps à Canal+ en France, qui a fait le choix de rentrer en Tunisie après la Révolution et qui a été rattrapé par ce vent de répression, qui est en prison maintenant depuis près d'1 an et demi. Donc, on sentait évidemment que voilà, il se passait quelque chose et que moi il y a eu aussi un moment, donc c'était en octobre dernier si je me trompe pas, où un chercheur franco-français a été arrêté. Et là je me suis dit ok, en fait on passe un cap supplémentaire. Le pouvoir s'en prend à des chercheurs. Là il s'agit d'un chercheur qui n'est que français. Clairement le message qui est envoyé, c'est que ça peut aujourd'hui arriver à absolument n'importe qui. Donc à partir du moment où Victor Dupont, ce chercheur franco-français, a été arrêté, j'ai effectivement écrit à ma rédaction pour dire, voilà, ça fait un petit moment maintenant que les arrestations s'enchaînent. Là, le pouvoir en est arrivé à arrêter des chercheurs, un chercheur franco-français. Clairement, ça peut arriver à n'importe qui. Sachez que ça peut m'arriver. Peut-être qu'on peut commencer à réfléchir à un protocole ensemble si jamais il se passe quelque chose. Mais c'est ce que j'expliquais à Canel. Je pense que quand vous travaillez dans un régime autoritaire, il y a une espèce de dissociation qui se met en place. C'est-à-dire que moi, j'étais extrêmement lucide et rationnelle. Je savais que ça pouvait m'arriver. Puis des gens de ma famille et mes amis n'hésitaient pas à me le dire assez souvent. Et en même temps, je pense que pour continuer à faire le travail, il faut continuer à faire comme si de rien n'était, en fait. À agir comme si de rien n'était. Et donc, il y a une espèce de dédoublement comme ça, de dissociation qui se met en place. Et moi, je sais qu'il y a des personnes qui commençaient à signer sous pseudo, qui choisissaient des angles, voilà, qui faisaient attention. Moi, non, je me disais, voilà, c'est l'un ou l'autre. Soit je continue à faire mon travail entièrement, soit je fais ma valise et je quitte Tunis, en fait. Mais il n'y a pas de... C'était très binaire dans mon état d'esprit, en fait. C'est l'un ou l'autre. Soit tu continues à travailler entièrement, soit tu fais le choix de quitter la Tunisie. Et donc, j'ai décidé en me disant, voilà, le jour où ça arrivera, puis on verra à ce moment-là. Et donc, fatalement, ça a fini par arriver. Et donc, là, j'en rigole, mais je peux vous dire que je rigolais pas beaucoup l'année dernière quand ça m'est arrivé. Donc, le 11 novembre, au soir, j'ai reçu un message d'une amie qui est très bien informée parce qu'elle a travaillé longtemps pour un employeur qui fait qu'elle est bien informée. Elle a demandé à me voir assez rapidement. Donc, je lui ai donné rendez-vous le lendemain, le 12 novembre, pour se voir, quoi. Moi, je me disais, c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Elle veut me voir. Très bien. Et donc, elle est arrivée le lendemain dans un
je sais pas si vous connaissez Tunis. Edoui ? Non, pas très bien. D'accord. Donc, je suis arrivée dans un lieu absolument de rêve, à la Marsa, en banlieue de Tunis, à un café en hauteur, avec vue sur la mer, absolument magnifique. Donc, j'étais très contente de commencer ma journée là-bas, comme souvent. Et donc, cette personne arrive et je vois déjà à son langage corporel qu'elle va pas très bien. C'est-à-dire qu'en fait, les traits tirés, voilà, elle se retourne de temps en temps pour voir s'il y a personne derrière. On est vraiment dans un pays de parano, quoi. Alors, on est là en train de prendre une citronnade et je comprends pas ce qui se passe. Et très rapidement, elle me montre nos téléphones sur la table et elle me demande de... Elle me fait signe que voilà, il faut pas trop parler à voix haute et tout. Et très vite, elle sort une feuille et elle m'écrit « Tu es sur écoute ». Et moi, à partir du moment où elle m'écrit « Tu es sur écoute », mon premier réflexe, c'est d'en rire parce que ça faisait un moment que j'entendais des bruits bizarres sur ma ligne tunisienne. Et certaines pourra nous en parler tout à l'heure. Comment ? Edoui pourra nous en parler tout à l'heure. Ça faisait un moment aussi que certaines personnes essayaient de me joindre sur ma ligne tunisienne, mais n'y arrivaient pas. Et puis, on a atteint un troisième niveau que je ne savais même pas possible. C'est qu'un jour, un rédacteur en chef m'a appelé depuis Paris. Et au lieu de tomber sur moi, il est tombé sur une autre personne qui s'est fait passer pour quelqu'un de mon entourage et qui a répondu à ma place au téléphone en disant « Voilà, je vais la chercher, vous inquiétez pas ». Et en fait, j'avais un direct à faire sur la présidentielle ce jour-là. Et au bout d'un moment, le rédacteur en chef a décidé de m'appeler sur WhatsApp plutôt qu'attendre que cette personne réagisse là. Donc là, on a compris qu'il se passait quelque chose sur la ligne. Donc bon, voilà. Quand elle me dit « Tu es sur écoute », moi, je ne suis pas très étonnée en fait. J'en rigole même. Et ensuite, elle m'écrit enquête. Donc là, pareil, je lui dis enquête. Je pense qu'en ce moment, la Tunisie doit enquêter sur beaucoup de monde, vu l'état dans lequel on est. Donc pareil, j'en rigole. Je me dis bon, moi, à la limite, si je crée de l'emploi à Tunis, je suis plutôt contente en fait. Donc je prends tout ça à la rigolade comme ça, et elle rigole toujours pas. Et là, elle m'écrit arrestation, et à partir du moment où elle écrit le terme arrestation, je comprends qu'il se passe quelque chose de grave. Donc je prends les 2 téléphones, je vais les donner à des amis à l'intérieur du café. Je ressors et je lui demande de m'expliquer la situation. Et là, elle me dit voilà, on a reçu hier un appel d'une source à Paris qui nous a dit que tes reportages n'avaient pas trop plu et que tu risquais d'être arrêté. On n'a pas trop voulu te faire peur, donc on a doublonné et contacté une source sécuritaire à Tunis qui nous a dit exactement la même chose. Donc voilà, à partir du moment maintenant où on a 2 sources qui disent la même chose, on s'est dit que quand même, on t'aimait bien et qu'on préférait te prévenir. Donc elle m'a dit, voilà, tu as l'information, maintenant tu en fais ce que tu veux, mais sache que c'est une chance d'avoir l'information à temps. Certains ne l'ont pas eu, quoi. Donc moi, évidemment, à ce moment-là, je suis absolument sonnée et choquée, puis j'apprends ça dans un lieu qui est absolument paradisiaque. Donc je la remercie, je la remercie, elle part. Je retourne dans le café voir mes amis, je leur explique ce qui se passe. Et c'est très étrange parce que c'est ce que je te disais, Canel, tout à l'heure, c'est que moi, j'ai passé des journées avec des familles d'opposants qui sont en prison. Je sais très bien que ça peut arriver, qu'on peut vous tomber dessus à tout moment, mais je pense que quand ça vous concerne, vous n'avez plus du tout la même lucidité. Donc moi, à ce moment-là, je dis à mes amis, voilà ce que je viens d'apprendre. Je refuse de prendre une décision à chaud. Je n'ai absolument rien fait à part mon travail. J'aime ce pays, je veux rester en Tunisie. Là, je suis un peu chamboulée par tout ce que j'ai appris. Donc, je pense que la meilleure chose que j'ai à faire là maintenant, je vais aller faire un peu de kayak là dans le golfe de Tunis. Ça va me faire du bien, ça va me remettre les idées en place. Je faisais beaucoup de kayak à Tunis. Et là, j'ai une de mes amies qui regarde avec des grands yeux qui me dit « Mais tu es complètement dingue, tu viens d'apprendre que tu risques d'être arrêtée, tu vas aller faire du kayak !» Et je dis oui, non, moi je vais faire du kayak et je prends pas de décision à chaud. Et en fait, elle m'a complètement secouée. Et en fait, à partir de ce moment-là, une 3e source a été activée, l'ambassade de France a été prévenue et on m'a demandé, je vous épargne les détails parce que la journée a été très longue et pleine de rebondissements, mais en gros, on m'a demandé de sauter dans le premier avion et de partir au plus vite. Ce que j'ai fait. J'ai eu quelques instants pour prendre quelques affaires, mais vraiment très très vite, pour repasser chez moi. Et j'ai débarqué donc le 12 novembre, à peu près comme je suis habillée là maintenant, mais à Paris, alors qu'il pleuvait, qu'il faisait noir et que c'était la nuit. J'avais eu le temps de prévenir absolument personne. Et là, voilà, vous comprenez qu'en fait, votre vie vient de basculer et qu'en l'espace de quelques instants, vous perdez votre travail de correspondante, votre maison et votre pays. Edoui Plenel, vous dites, pour décrire ce qui vous est arrivé dans les années 80,
on vous bâtit une légende noire. À quoi ressemble la vie d'un journaliste qui a été pris pour cible par l'État? Sincèrement, aujourd'hui, revisiter cette période où j'étais l'apporteur de mauvaises nouvelles de la présidence de François Mitterrand pendant 14 ans, quand je revisite tout ça par rapport à aujourd'hui, je ne retire rien à ce que j'en ai écrit et à ce que j'ai révélé, mais en revanche, je ne peux pas ne pas sentir combien ce sont des linéaments potentiels d'autoritarisme, mais ça n'a rien à voir avec le paysage dans lequel nous sommes. Encore une fois, voilà, la ruse de notre époque, c'est que ce ne sont plus des dictatures comme les dictatures ou les totalitarismes, ce sont des pouvoirs élus qui considèrent que l'élection est un blanc-seing. D'ailleurs, même, il faut sauver les apparences, c'est une dictature en Tunisie, c'est une dictature à Moscou, mais il y a une élection. Voilà, si on est journaliste russe, on est soit en prison, soit assassiné, soit en exil, par rapport au métier que nous défendons. Où on s'est couché, où on s'est tué, où on est passé du côté obscur de la force. Non, comment dire, cette période-là, bon, comme vous l'avez dit, moi ça va faire 50 ans en janvier, que je suis journaliste professionnel. Pour ça que je réagissais comme ça sur mes débuts qui sont ordinaires. Hein. Je suis de ma génération, j'ai 73 ans. Les radicalités de l'après 68, tout le monde les a partagées. Mais certains sont passés du côté obscur de la force depuis. Hein. J'ai vu, comment dire, il y a eu beaucoup de pertes en ligne. Voilà, bon. Donc, moi, vous l'avez dit tout à l'heure, moi j'ai fait de ce métier un engagement radicalement démocratique. C'est vrai que je pense que ce n'est pas simplement un métier comme on fait carrière pour réussir, pour avoir voilà, son petit succès. Je pense qu'il y a une responsabilité démocratique dans ce métier, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le droit de savoir. C'est pas le blablabla des opinions, c'est pas les talk-shows, tous ces gens que vous voyez aujourd'hui sur les plateaux télévision, pour moi, c'est pas des journalistes. Ils s'autorisent de leur opinion pour dire, y compris aujourd'hui, les pires dégueulasseries, les pires mots de haine et les pires mots de déréalisation. Notre métier, encore une fois, c'est d'apporter des connaissances, des pièces de puzzle qui permettent de comprendre le réel. Alors, si c'est un engagement radicalement démocratique, ça veut dire qu'on doit être au rendez-vous de notre indépendance. On n'est pas au service de l'État et on n'est pas au service de ceux qui nous emploient, on est au service du public. Et le test de notre indépendance, c'est évidemment quand on se retrouve, et c'était le cas pour tous ceux qui ont espéré une alternance en 1981. Je rappelle que l'homme qui est élu en 1981, c'est l'homme qui avait écrit le coup d'État permanent. Il était élu sur une promesse sociale, une promesse de différentes décisions, y compris sur la justice. Hein. On a célébré Robert Badinter, la peine de mort, la dépénalisation de l'homosexualité et plein d'autres choses. Et puis le fait d'avoir les télévisions dans les cellules. M. Sarkozy pourra regarder la télé. Voilà. Grâce à Robert Badinter. Mais la promesse qui était faite, c'était, et on rejoint dans un autre contexte et avec pas la même intensité, c'était de démocratiser cette République. C'était de sortir du pouvoir personnel, de sortir de ces institutions de la Ve République qui sont éminemment dangereuses, avec y compris une bombe atomique qui est l'article 16, les pouvoirs spéciaux, qui est toujours là. Et évidemment, c'est l'inverse qui s'est passé pendant ces 14 années. Le pouvoir présidentiel a été augmenté, le pouvoir de nomination du président a été augmenté, et François Mitterrand a eu cette phrase formidable qui allait avec son intelligence. Il disait « Ces institutions étaient dangereuses avant moi, elles le resteront après moi ». Sous-entendu, au fond, la garantie des institutions, c'est la qualité morale de celui qui l'occupe.
eh bien, c'est très dangereux, ça. Hein. C'est très dangereux parce qu'il peut y avoir des personnalités toxiques, suivez mon regard, des personnalités folles d'elles-mêmes, et bien, qui, du coup, n'écoutent plus personne, n'en font qu'à leur tête et précipitent la catastrophe et font la courte échelle au camp contre lequel ils ont été élus. Je parle évidemment d'Emmanuel Macron, qui a été élu 2 fois face à l'extrême droite et qui est en train de lui faire la courte échelle dans une attitude qui est destructrice de toute culture démocratique. Le paysage que nous avons là sous les yeux, comme des canards sans tête hein, qui tournent autour de Matignon et autour d'un paysage politique qui n'a plus de sens. Hein. Wow. Donc, évidemment, cela crée un sentiment de dépolitisation. Alors, j'en reviens à votre question. Moi, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, j'étais au Monde, le journal avait souhaité cette alternance, et puis, je suis rubricard police, et la police est une sorte de grand paravent social. Derrière ce paravent, on trouve des pépites, et j'apprends des faits qui montrent que ce que la gauche dénonçait avant 81, eh bien, elle le faisait en partie. Donc voilà, donc du coup, je révèle la cellule antiterroriste de l'Élysée, dont on va s'apercevoir que c'était un cabinet noir, et c'est là que va commencer le feuilleton des écoutes téléphoniques. En fait, c'était des écoutes illégales, hein, qui étaient installées à la présidence de la République. Cabinet noir, c'est un nom d'ancien régime. D'un président qui, derrière sa façade démocratique et son intelligence, et évidemment, il était d'un autre niveau que ce que nous avons aujourd'hui sous les yeux. Mais néanmoins, tout cette fichier S. Néanmoins, il y avait ce que j'ai appelé cette part d'ombre. Alors, moi, d'ailleurs, vous disiez ça tout à l'heure en disant, moi, j'ai vécu ça très, très sereinement, c'est-à-dire, je suis battu pour des principes. Hein. On ne doit pas écouter un journaliste, on doit pas. Mais bon, j'ai fait mon travail. Quoi. Je dis souvent aux jeunes journalistes dans ce métier, si on défend le journaliste tel que Mediapart l'incarne, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle un journalisme d'impact, révéler des informations qui ont un impact, qui transforment les choses. Pas simplement se faire plaisir à révéler quelque chose, révéler une information qui est d'intérêt public. Le meilleur exemple, il y a toutes les grandes affaires politiques, de corruption et autres, mais regardez nos révélations sur les violences sexistes et sexuelles. Mediapart est acteur de la prise de conscience de ce qui est une des meilleures nouvelles des dernières années, car cette révolution-là, elle est en marche. Hein, c'est une révolution presque anthropologique hein, sur comment le genre auquel j'appartiens était non pas inconscient, mais non conscient, hein, d'une très très longue durée de prédation. On sait tous sur l'ampleur de ces... Chaque fois qu'on fait des révélations sur telle ou telle personnalité, on est tous sidérés, mais souvent les femmes sont moins sidérées que nous. Parce que nous, les hommes, on se dit, mais comment c'est possible ? Et comme vous le savez, enfin, sans parler du procès de Mazan, mais souvent, le violenteur, l'agresseur, il a la clé de la maison. Et donc, dans ce journalisme-là, on a assumé ce rôle de journalisme d'impact. Hein. Adèle Haenel, le cinéma, toutes sortes de milieux, accompagner une prise de conscience. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Et je prends ce domaine-là, qui est tout le travail collectif qu'a fait Mediapart, et qui est au fond la culture qui était la mienne et que j'ai transmise à une nouvelle génération. Pour moi, le bonheur de Mediapart, c'est que des gens qui ont 30 ans, 40, voire 50 ans de moins que moi, ils sont, regardez Fabrice Arfi, ou Marine Turki, ou des journalistes comme ça qui défendent ça. Bon, ils sont d'une autre histoire, hein. Ils ne sont pas passés par les écoles de l'après 68 et ils défendent avec dignité ce métier. Alors, qu'est-ce que je leur dis ? Je leur dis, oui, on donne des coups. Nos informations font mal. Elles mettent en cause des personnes. Bien sûr, elles mettent en cause parce que, elles révèlent des réalités qu'elles voulaient cacher.
Et donc, nous, qu'est-ce qu'on doit apprendre? La morale du boxeur. Et la morale du boxeur, c'est pas de donner des coups, c'est d'encaisser. Il y a un très bon film de Clint Eastwood, Million Dollar Baby. C'est une héroïne, c'est tragique, mais on lui apprend d'abord à encaisser. Donc, il faut encaisser, on ne va pas se plaindre, on n'est pas des victimes. On a une responsabilité démocratique et on l'assume. Je dirais, on doit d'autant plus le dire aujourd'hui que je regarde tous ces... Amira a été victime d'un tir israélien en juin, en Cisjordanie. Et voilà, vous étiez en reportage, un groupe, à plusieurs. Il y a aujourd'hui, avec cette hécatombe, vous savez que c'est l'hécatombe sans précédent. Sans précédent. Il y a eu plus de journalistes tués à Gaza qu'il y en a eu dans toutes les guerres modernes accumulées. C'est-à-dire, si vous faites l'addition des journalistes morts, Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale, guerre du Vietnam, guerre, etc., plus, autour de 250. Et vous voyez bien que y a encore des journalistes qui continuent à faire, qui enterrent leurs camarades, leurs confrères. Et il n'est pas programmé, mais je vous le recommande, ce film Put Your Soul on Your Hand and Walk, autour de cette photographe palestinienne, Fatma, son nom, Fatma Hassoun. C'est ça, voilà, c'est un film formidable d'une cinéaste iranienne qui est opposante au régime iranien en exil et qui dialogue par visio avec cette jeune photographe rayonnante, qui est pleine de vie, et là il y a une histoire sinistre qui est liée justement à toutes ces techniques d'espionnage. Le film annonce qu'il est sélectionné pour Cannes. C'est un mardi, elle lui annonce sur le téléphone, et dans la nuit, un missile d'un drone frappe, ciblé l'immeuble et tue elle-même et 9 autres membres de sa famille. Et le film est très poignant, mais en même temps très fort, parce que de sa vitalité à cette journaliste palestinienne qui ne renonce pas et qui dit combien elle a envie de beauté, de bonheur, combien elle aussi, elle aime la poésie, elle aime la littérature, donc voilà, ma réponse. C'est pour ça que c'est pas que je veux me défiler sur des souvenirs d'anciens combattants, j'ai raconté tout ça, mais je pense qu'à partir du moment où on assume ce métier sans être des têtes brûlées, et vous avez bien fait de prendre au sérieux l'alerte, sans être des têtes brûlées, on doit... si on assume ce métier comme ça, on assume... encore, je vous ai parlé du procès Sarkozy, oui, on a reçu des menaces de mort, oui, Fabrice Arfi a reçu des menaces de mort au moment du jugement Sarkozy, oui, on a reçu... on prend nos précautions et on fait ce qu'on doit faire, et en même temps, on n'est pas encore ciblé comme c'est ailleurs. Mais néanmoins, ce qui monte, et c'est là où je voudrais vous mettre en garde, parce que c'est comme ça que ça commence. On s'habitue à la catastrophe par des mots. La haine du journalisme, par exemple, c'est une habitude détestable. Ça devient la haine de la vérité. Pourquoi on tue des journalistes à Gaza? Pour tuer la vérité. Ça n'empêche pas que grâce aux réseaux sociaux et grâce à la population, tout ça, on arrive à savoir. Mais c'est la tuer, qu'elle soit le moins documentée directement possible, car nous ne connaissons qu'une partie du crime. Et donc, il faut faire très attention aux mots, à ce à quoi on s'habitue. J'ai été très sidéré, pour moi, parce qu'au fond, il n'y avait pas les réseaux sociaux à cette époque. J'ai connu des campagnes de manipulation. Ma légende sur le fait que je sois à la CIA, c'est les copains de Mitterrand qui ont inventé ça pour justifier le fait de m'être mis sur écoute. Depuis, je suis devenu le pape de l'islamo-gauchisme. Ça, c'est l'autre côté. Et puis, vous pourrez en trouver de tous les côtés. Comme je dis souvent, on est des poupées vaudou. Si on est indépendant, on est des poupées vaudou. Tout le monde vous pique de tous les côtés. Bon, c'est un compliment qui renvoie à votre indépendance. Voilà. Mais
Mais notre responsabilité à nous dans le débat public, on ne demande pas à un journaliste d'être sympathique, on ne lui demande pas d'être forcément quelqu'un que vous aimez, on lui demande d'être jugé sur son utilité sociale. Je dis depuis 50 ans, est-ce que moi, personnellement, Mediapart, Le Monde, quand je l'ai dirigé, nous avons apporté des informations utiles? Et est-ce que nous avons montré, en les apportant, visant aussi bien la droite, la gauche, les intérêts économiques, d'autres milieux, toutes sortes de questions d'intérêt public, en rendant compte devant un tribunal, est-ce que nous avons été au rendez-vous de cette utilité sociale? Et ça, c'est absolument nécessaire. Et c'est une mise en garde qui concerne toutes les sensibilités. Dans l'époque et les temps mauvais que nous vivons, il y a la tendance à vouloir que le journaliste soit de votre bord, que le journaliste ne fasse que les révélations qui vous arrangent. Un bon journaliste et un bon média, c'est aussi un journal qui va vous révéler ce que vous n'avez pas envie d'entendre, ce que vous n'avez pas envie de voir, qui va vous obliger à penser contre vous-même. Et j'ai pris l'exemple des VSS, comme on dit, des violences sexistes et sexuelles. Ça oblige plein de milieux à penser contre elles-mêmes, y compris parfois des milieux, des familles. C'est ça un journalisme utile. C'est un journaliste qui n'a pas de fil à la patte et qui, du coup, n'est pas enrégimenté. Attention à vouloir rabattre le journalisme du côté de nos convictions politiques, idéologiques, sociales et autres. Un journalisme, encore une fois, il est utile parce qu'il m'apprend des savoirs. Et les meilleurs savoirs, c'est ceux que je ne connaissais pas. C'est ceux qui, tout d'un coup, me font découvrir de nouvelles réalités, me font mieux comprendre le réel. Et donc, voilà, ma réponse, c'est, au fond, par rapport à ce que vous convoquiez, qui est ce passé des années 80-90, j'ai vu venir le moment où toutes ces forces commençaient à trouver insupportable le journalisme tel que je le défendais. Tant plus que moi, je ne me voyais pas dans une situation de pouvoir. Le Monde était indépendant à l'époque, on faisait bien notre travail, on faisait un bon journal. Et puis j'ai vu un moment où toute cette coalition d'intérêts différents s'est dit « mais celui-là, il est vraiment incontrôlable ». Bon, donc ça a donné la crise du Monde, comme vous savez. Et j'ai dit, si vous acceptez ce qu'on vous propose, le Monde sera vendu. C'est ce qui s'est passé. Bon, j'ai repris ma liberté, mon cachapé. Et puis après, on a fait avec Mediapart, qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu montrer à tout le monde qu'on pouvait résister, qu'on pouvait faire quelque chose, qu'on pouvait profiter du numérique pour faire un journaliste de qualité, un journaliste documenté, un journaliste participatif. Imaginez, depuis 18 ans, toutes les réalités que vous n'auriez pas connues si Mediapart n'existait pas. Ne soyez pas voyez le côté positif, pas le côté négatif comme Nicolas Sarkozy. Le côté positif, c'est qu'il y a une réalité, et y compris la corruption d'en haut, et l'ampleur de la corruption. Je rappelle que l'association de malfaiteurs n'est pas n'importe quel chef de mise en examen dans le code pénal français. C'est ce qu'il y a de plus près de l'association mafieuse dans le code pénal italien. Eh bien, oui, c'est une réalité qu'on ne documentait pas assez et qu'on documente insuffisamment. Et donc, le journaliste, ça sert à ça. Et c'est cette utilité qu'il faut défendre. Et puis, si les vents sont mauvais, on va continuer à la défendre. Mais le meilleur soutien, c'est le fait que vous soyez nombreux ce soir. Et donc, ça veut dire que vous avez compris combien c'est pas la liberté du journalisme et des médias qui est en jeu, c'est notre liberté. Hein? Amira, j'aimerais qu'on parle de la façon très particulière qu'ont ces pouvoirs de s'attaquer aux plus vulnérables. Je pense dans le cas de la Tunisie, aux minorités sexuelles, aux migrants, aux militants féministes. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça se passe depuis 5 ans? Oui, je pense que vous avez tous entendu parler de ce vent terrible de persécution qu'il y a eu à l'encontre des migrants subsahariens en Tunisie.
Et ce qui est intéressant de remarquer, en fait, c'est que c'est intervenu à un moment où il y avait une crise économique extrêmement aiguë en Tunisie. Il y avait vraiment des pénuries de matières premières qui étaient importantes. Je me souviens qu'on pouvait faire la queue pour acheter du pain, pour acheter des pâtes, pour acheter du riz. Ça devenait vraiment un petit peu compliqué au quotidien en Tunisie. Et comme par hasard, c'est à ce moment-là que le président de la République a décidé d'agiter justement cette menace. C'était en février 2023, si je ne me trompe pas. Il y a eu un communiqué un soir expliquant que des hordes de migrants menaçaient l'équilibre démographique tunisien et l'arabité et le caractère, l'identité arabo-musulmane, si je ne me trompe pas, de l'État tunisien. Et juste après ça, il y a vraiment eu un déferlement de violence que j'aurais absolument jamais pu imaginer. J'imaginais pas les Tunisiens capables. On a des personnes qui ont été... il y a eu des rafles, il y a eu des personnes qui ont été brutalisées, qui ont été violentées chez elles par des citoyens, par des policiers. On a eu des personnes qui ont été déportées dans le sud de la Tunisie, parfois dans des zones militaires, à qui on a brisé les jambes et qu'on a jeté en plein désert, sans nourriture, sans eau. Des personnes sont mortes comme ça. Il y a eu une espèce de paranoïa, de psychose collective. Moi, j'ai vu des personnes, parfois très éduquées, expliquer qu'effectivement, ces personnes-là voulaient remplacer les Tunisiens. Parfois, on entrait dans des débats idéologiques complètement dingues. Moi, j'ai essayé de leur... Le président tunisien parle comme Éric Zemmour. Non, mais c'est exactement les mêmes ressorts, effectivement, idéologiques. Et c'est terrible parce que moi, à ce moment-là, je me sentais complètement démunie en tant que journaliste parce que, en fait, j'avais beau donner des chiffres pour expliquer... Alors, j'ai plus les chiffres en tête, mais c'était quelques dizaines de milliers, je crois, de migrants subsahariens qui se trouvaient en Tunisie. Ils ne pouvaient absolument pas menacer l'équilibre démographique de la Tunisie. Et j'avais des personnes, parfois très éduquées, qui me répondaient « Mais c'est comme ça que ça a commencé en Palestine. » Et en fait, c'est très compliqué d'avoir une... Oui, vraiment. Ils n'étaient pas beaucoup. Puis après... Et en fait, il y a un moment où la discussion rationnelle ne peut plus avoir cours. Et moi, je me suis sentie complètement dépassée par ce phénomène parce que il y a un de mes reportages qui a servi à justement alimenter cette paranoïa en Tunisie et cette haine envers les migrants subsahariens. J'avais tourné en fait dans une crèche qui accueillait des enfants originaires de pays d'Afrique de l'Ouest. Et il se trouve que la dame, l'ivoirienne qui était à la tête de cette crèche, le matin, elle faisait chanter les enfants. Et parmi les chansons qu'elle faisait chanter aux enfants originaires de pays subsahariens, il y avait cette chanson qui disait « Nous sommes des enfants tunisiens ». Elle voulait vraiment que les enfants se sentent tunisiens et aiment la Tunisie. Donc, il y avait effectivement une chanson qui consistait à dire « Nous sommes des enfants tunisiens, nous sommes des enfants tunisiens ». Et cet extrait de mon reportage a été coupé et il a été présenté comme la preuve que ces subsahariens éduquaient leurs enfants à remplacer les Tunisiens, en fait. Et c'est tordu, mais ça marche, en fait. Donc moi, je trouvais cet extrait de mon reportage sur des pages appelant la haine. Et c'est terrible, en fait, parce qu'en fait, la crèche a dû fermer. Ils ont reçu des menaces. L'Ivoirienne qui tenait cette crèche a fait la traversée jusqu'en Italie. Elle vit aujourd'hui en Italie. Et elle a... moi, je me souviens qu'elle m'avait envoyé un message elle m'avait envoyé une photo d'une petite fille en me disant, voilà, cette petite fille qui était chez moi à la crèche est morte pendant la traversée. Et en fait, ça prend des proportions absolument dingo. Et derrière ça, c'est ce que je te dis, il n'y a plus de débat rationnel possible. Et c'est ce que moi, j'avais jamais expérimenté ça de ma vie. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'à partir du moment où on active la peur chez vous, on ne parle plus à votre cerveau, on parle à vos tripes. Et des personnes, même parfois très, très, très éduquées et rationnelles, perdent tout au discernement. Et ça, donc, je l'ai vu de mes propres yeux en Tunisie. Et je l'ai vu récemment aussi, par exemple, en Israël, où on peut avoir... pareil, en fait, la rationalité disparaît, en fait, parce que la peur est utilisée comme une arme de guerre par le pouvoir israélien. Et c'est effrayant de voir à quel point le sens critique peut être aussi facilement manipulé et aboli, en fait. Bon, je pense qu'on a suffisamment déprimé toute la salle. Alors maintenant, il nous reste 5 minutes pour remonter le moral de tout le monde, me dit-on à l'oreillette. Je ne sais pas comment on va faire ça. Je propose de passer par la poésie. Je sais que vous êtes tous les deux amoureux de la poésie.
Amira, tu cites souvent Charlotte Delbo, qui est une Française qui a été enfermée à Auschwitz et qui pose la question que je vais t'adresser. N'y a-t-il rien à faire, Amira? Alors, n'y a-t-il rien à faire si je pensais que non, je ne serais pas là ce soir, je pense. Alors, à la question pourquoi est-ce qu'on continue de faire ça, moi, je pense que déjà, j'ai une réponse toute simple, c'est qu'en fait, je ne sais pas faire autre chose et que j'ai pas envie de faire autre chose. Et puis après, on en parlait ce matin puisqu'on était en déplacement dans un lycée et on nous a posé la question. On dit souvent aux journalistes effectivement, ok, super, vous nous informez, mais en fait, rien ne change. Moi, c'est vrai que je l'ai très, très mal vécu, notamment quand j'étais en Cisjordanie occupée, où je me disais, en fait, je suis face à un tel degré de dévastation, d'injustice, et puis les infos qui nous arrivent de Gaza sont tellement chaotiques qu'à un moment, oui, effectivement, parfois, je pense que peut-être qu'Edoui a eu la même envie, mais parfois, on a envie de tout envoyer valser, puis de se dire, en fait, à quoi on sert. Et moi, je me reprends très vite, en fait. Ça dure jamais très, très longtemps, ces moments-là. Et ce que j'expliquais à Canel et aux lycéens ce matin, c'est que je suis tombée sur un livre en Cisjordanie occupée, un livre que j'ai acheté à Jérusalem. C'est un livre qui s'appelle, d'ailleurs, je vous conseille de lire, A Diary of Genocide, qui a été écrit par Atif Abu Saif, qui est un ancien ministre de la culture palestinien. Et dans ce livre, il y a une phrase qui, pour moi, a réglé tous ces questionnements, qui dit You report because you care, at least you will make it hard for the killers to deny their crimes. Et je pense que ça s'applique à tout. Je pense que notre rôle, c'est de faire en sorte aussi qu'à la violence du terrain ne vient pas s'ajouter la violence symbolique du déni, que personne ne puisse dire cela n'a pas existé. Et je pense que très modestement et humblement, c'est déjà un rôle qui est énorme à remplir. Edoui Plenel, vous citez souvent un poème que vous nous adressez comme une ordonnance qui s'appelle « Pense aux autres ». Oui, je vais vous le lire, mais avant, en fait, souvent je cite souvent, cette trinité qui est Aimé Césaire et Frantz Fanon et Édouard Glissant, puisque même les livres de Fanon sont dans une écriture très poétique. On a déprimé tout le monde, mais bon, il y a eu d'autres moments où les ombres menacent. L'ombre gagne. C'est le refrain de l'éditorial de Tropique. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Aimé Césaire. La revue qu'il fait, en temps Robert, comme on dit en Martinique, quand c'était l'amiral Robert, là-bas, Vichy. Et donc voilà, nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. Et c'est une constante chez Césaire. Un de ses derniers, dans un de ses derniers recueils de poésie, il y a un poème qui s'appelle « Nouvelle bonté », je crois. Et où il dit c'est là où il dit il n'est pas question de livrer le monde aux assassins d'aube. Aux assassins d'aube. Il s'appelle « Nouvelle bonté ». Petite parenthèse, quand Chamoiseau et Glissant font, parce que c'est là que commence la dégringolade sur l'essentiel chez nous en France, font le manifeste contre le ministère Mur, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale. Je vous rappelle que c'est en 2007, c'était le début de la présidence Sarkozy, et c'est là la rupture qui ouvre la brèche du retour à la droite pétainiste, c'est-à-dire ce qu'on a sous les yeux, c'est-à-dire c'est pas que la droite va à l'extrême droite, elle revient dans son lit originel que le sursaut gaulliste avait masqué. La droite pétainiste et la droite qui était raciste, antisémite, colonialiste et qui collabore avec le nazisme. Ils n'étaient pas fascistes pour autant, mais ils ont collaboré, ils ont accompagné, ils étaient dans cette idée, voilà, il y a des identités supérieures, des nations supérieures. Ils partageaient ce remue-glain du refus de l'égalité naturelle. Et quand Édouard Glissant et Chamoiseau font, ça s'appelle « Quand les murs tombent », se manifestent, il termine et il dit ce ministère Mur, etc. Il dit tout le contraire de la beauté. Nouvelle bonté, tout le contraire de la beauté. Je vous cite ces deux mots, beauté et bonté. Je pense que ce ne sont pas des mots mièvres. C'est un programme politique.
le Nicolas Sarkozy que j'ai beaucoup cité ce soir, et celui qui a aussi dit à un moment, en même temps qu'il disait le Karcher, la racaille et tout ça, vous savez, qui dit il y en a marre de la dictature des bons sentiments. Ah bon, il faut une démocratie des mauvais sentiments, de la dégueulasserie, de la vilainie, de la haine. La question, on l'a dit, du langage, mais la question de quel est notre imaginaire. Quand on regarde Trump, quand on regarde Poutine et ses biscottos, quand on regarde comment ce langage politique s'est dégradé, eh bien, on a une responsabilité d'avoir un imaginaire alternatif. Ce n'est pas seulement une question de programme politique et de quel candidat ou autre. C'est comment on tient tout ça. Ça repose sur nous. Quelle tenue. Un peu de précaution, un peu de hauteur. On ne peut pas laisser malmener ça comme cela. Un peu de tenue. Je pense qu'il y a un enjeu d'une politique sensible, d'une politique de la précaution. Et cela renvoie aussi, ce que je disais sur la prédation tout à l'heure, la prédation sur les corps, mais la prédation sur les richesses. Nous sommes face à un monde, et c'est la nouveauté de ce qui se passe sous les yeux. C'est une alliance de gangsters que nous avons là. Ce sont des gangsters. Regardez, ce qui se joue sur les droits de douane, c'est « je te braque, tu me donnes ça ou je te braque ». Il le fait même aux États-Unis d'Amérique où il se fait payer puisqu'il est président et que du coup maintenant la justice ne peut plus le rattraper et du coup il fait des plaintes à coût de dizaines de millions de dollars et des entreprises, des médias les lui donnent. Quand il fait un deal sur tel ou tel pays, même ce qui s'est passé sur la guerre entre le Congo et le Rwanda, il pense aux terres rares. Il pense en termes d'illémitisme, d'extractivisme, de prédation totale sur le vivant, sur les corps, sur les êtres. C'est un monde d'un capitalisme du désastre. Ils ne pensent qu'à eux-mêmes et peut-être à leurs descendants immédiats. Ils se foutent de l'humanité. Ils se foutent du devoir de précaution ils se foutent du vivant. Ils ne pensent qu'à leur survie. C'est un monde, encore une fois, de l'illémitisme. Et donc, nous devons nous dire qu'avoir un peu de tenue, c'est savoir qu'il y a des limites. Qu'il y a des limites. Vivre en société, construire un monde commun, c'est aussi respecter des limites. Ça s'appelle le droit, par ailleurs, et le droit international par rapport aux pays dont on a parlé. Et donc, en effet, depuis 2 ans, je termine très souvent mes interventions en vous lisant ceci. C'est un poème de Mahmoud Darwish, mais traduit par un très bon ami, Elias Sambar, qui a longtemps représenté la Palestine à l'UNESCO et qui a traduit dans notre langue toute la poésie de Darwish, éditée par notre ami Farouk Mardambe, qui lui est un exilé syrien et qui dirige un peu tout le domaine arabe aux éditions Actes Sud. Pense aux autres. Quand tu prépares ton petit déjeuner, pense aux autres. N'oublie pas le grain aux colombes. Quand tu mènes tes guerres, pense aux autres. N'oublie pas ceux qui réclament la paix. Quand tu règles la facture d'eau, pense aux autres qui têtent les nuages. Quand tu rentres à la maison, ta maison, pense aux autres. N'oublie pas le peuple des tentes. Quand tu comptes les étoiles pour dormir, pense aux autres. Certains n'ont pas le loisir de rêver. Quand tu penses aux autres lointains, pense à toi. Dis-toi, que ne suis-je une bougie dans le noir ? Merci à tous. 1h10, on a été hyper sages. Vraiment, je nous félicite. Et alors maintenant, on a 15 minutes pour vous. Je vous les laisse. On va faire passer un micro.
On a pris 4 questions. Moi, je sais pas, c'est pas moi qui choisis. Hein. Vous allez vous débrouiller. Charlie, c'est toi qui choisis. Oui. Des questions pertinentes. Je vous rappelle que M. Plenel sera en signature mercredi. Alors, je pense que chacun de vous sa petite minute avec lui, ça va être compliqué. Il n'y a que monsieur là-haut? La signature, Charlie. Tu n'as pas le piton, la signature. Il y en a qui savent mieux que moi, il faudra leur demander. Il y a un débat. Il est où le monsieur? Alors, elle te fera la petite la tête, laquelle la marinade. Ah oui, j'ai un micro. Donc, Il y a un débat ici. alors, on a 2 rendez-vous. Bouchra va modérer un débat, dis-moi quand. Je ne connais pas mon programme par cœur. Je peux parler. Alors, Edoui Plenel sera en signature de son livre « Palestine, notre blessure » mercredi 15 à la boutique de la presse à la Marina à partir de 15h. Et à 18h30, nous parlerons de ce même livre « Palestine, notre blessure » au MACT, 18h30. 18h ou 18h30 à revérifier. Voilà. Donc, signature mercredi 15h, boutique de la presse, et ensuite derrière, échange sur ce livre ici même. Merci, Bouchra. Alors, est-ce qu'on a une question pour commencer? Oui, bonsoir à tous. Vous êtes logiquement pris aux différents présidents du genre Trump, Sarkozy, mais ce qui a été oublié d'être dit, ils sont mis en place par le peuple. Et largement. On savait qui était Trump, il a été réélu largement. Donc, est-ce qu'on se reprend à Trump ou au peuple? Les électeurs, quand je dis le peuple, c'est les électeurs. Alors, qui critiquait, les électeurs ou Trump? Parce qu'on savait qui c'était. Il nous avait déjà donné un large aperçu de ses capacités dans tout ce qui est médiocre. Il a été réélu, mais il a même eu le vote populaire. Donc, on s'en prend à qui? À Trump ou aux électeurs? On en prend plusieurs et on répond à toutes ou ça? Non, Non, mais c'est ce que je vous disais en disant, voilà, la Libye du vote, et c'est la seule légitimité. Il ne faut pas s'en prendre au peuple, il faut s'en prendre aux forces alternatives. Ils étaient prévenus, les démocrates, de ce qu'était Trump. Est-ce qu'ils se sont occupés de mobiliser la société, d'organiser la société, de construire la digue? Le jour où ça arrive, c'est trop tard. On ne va pas parler des États-Unis, parlons de nous. La France, là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique. Voilà. Du pays d'où je viens, là, où je suis en exil depuis que j'ai 18 ans. Voilà. Bon, on le sait que l'extrême droite, elle est aux portes du pouvoir. Et on le sait qu'elle gagne de plus en plus dans toutes sortes de catégories électorales. Est-ce que c'est la faute au peuple qui va voter pour elle? Ou est-ce que c'est la faute aux forces politiques qui sont censées combattre cette ascension, qui soit ne sont pas au rendez-vous de leurs promesses, soit ne sont pas au rendez-vous de l'écoute du peuple sur ses mobilisations sociales, que ce soit la profitation ici, que ce soit les gilets jaunes, que ce soit tous les mouvements sur les questions écologiques, sur la vie chère, et ces questions-là qui sont réprimées au lieu d'être écoutées, au lieu d'être entendues, ou les retraites. Et par ailleurs, posons-nous des questions sur le fait que les forces de gauche, celles de l'opposition d'aujourd'hui en France, sont totalement divisées. Alors qu'il y a péril sur l'essentiel, leurs querelles secondaires prennent le pas. Donc, bien sûr que dans ce cas-là, le peuple se dérobe, soit il ne vote pas, ne pas oublier les abstentions, soit il dit, en effet, ces formules-là, ils nous déçoivent tellement qu'on ne les a pas essayées, on va les essayer. Mais les responsables, c'est ceux qui doivent d'abord construire la digue, construire le rapport de force. La question de la politique réduite à l'élection, c'est justement une prise de risque. Et en France, c'est une prise de risque démultipliée puisque c'est l'élection présidentielle. Et je dirais aux États-Unis aussi, puisqu'on voit combien le pouvoir présidentiel a une importance. Ce n'est pas un vrai système parlementaire non plus. Et en France, ce n'est pas un système parlementaire, c'est une monarchie élective. Quelqu'un est élu et du coup, il s'arroge tous les pouvoirs. Et ça ne repose que sur son éthique personnelle.
Et donc, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait nous? Qu'est-ce qu'on fait nous? Nous, on est au rendez-vous, j'allais dire, c'est une autre phrase d'Édouard Glissant, que je cite partout maintenant. Agis en ton lieu, mais pense avec le monde. Donc, on ne peut pas résoudre tous nos défis sans penser le monde. Tout est lié, tout est imbriqué. Mais il faut déjà agir en notre lieu, ne pas être spectateur. Agir là où on est, s'organiser. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais qu'est-ce qui se passe depuis des années? Certes, les révolutions arabes ont été trahies, ont tout à fait réprimées ou massacrées. Mais c'est comme la vague, les vagues. Et un jour ou l'autre, il y a des falaises qui tombent. Qu'est-ce qui se passe à Madagascar? Qu'est-ce qui s'est passé au Bangladesh? Qu'est-ce qui se passe au Népal? Qu'est-ce qui se passe au Maroc? Et voilà, bien sûr. Et donc, il y aura toujours, l'espérance reviendra toujours, puisque c'est la haine de l'égalité. Et l'humanité, elle ne naît pas raciste et elle ne naît pas dans l'idée que je suis supérieur à d'autres humains. Donc, le moteur de l'émancipation sera toujours là. Et donc, ça se joue où? Pas dans l'obsession électorale. Ça se joue dans la construction du rapport de force dans la société. Et puis dans l'invention d'un autre imaginaire. Vous voyez, sur l'élection américaine, les démocrates étaient très très mal partis, on le sait tous, avec Biden, etc. Ils se réveillent tardivement avec Kamala Harris. Mais j'ai compris à la convention démocrate à l'été dernier qu'ils allaient perdre. Quand j'ai entendu Kamala Harris terminer un discours de précaution où il reconnaissait qu'ils avaient pris du retard et tout, et elle, pour galvaniser ses troupes, elle dit « We are the greatest nation on earth. Make America great again. We are the greatest nation on earth. » Ils ne le sont pas, ni démographiquement, ni etc. Cette idée de la grandeur, c'est une catastrophe, la grandeur. C'est au nom de la grandeur que toutes sortes d'impérialismes ont fait des montagnes de cadavres. Il y a de la hauteur, ce à quoi je nous appelais tout à l'heure, mais cette obsession de la grandeur se fera toujours au détriment d'autres peuples. Et du coup, je veux le Groenland, je veux le Canada, je veux... Et du coup, c'est une obsession qui ne peut amener qu'à la guerre. Trump n'est pas un homme de paix, il met son pays en guerre civile. En guerre civile, c'est une guerre intérieure, l'ennemi intérieur. Et c'est fasciste, ça. C'est fasciste, dire que son opposant est l'anti-France, l'anti-nation, le désigner. Ça a été montré aux obsèques de Charlie Kirk. Le Rasputin, le baron noir de la présidence Trump, s'appelle Stephen Miller, c'est le chef adjoint du cabinet de la Maison-Blanche. Il a tenu un discours terrifiant, d'une très grande violence. Il éructe, il est toujours très violent, faisant porter, alors qu'il n'y a aucune preuve, à tous les opposants de gauche, les wokistes, les antifas, la responsabilité de cet assassinat, utilisant cet assassinat pour brutaliser la démocratie américaine. Mais son discours, avec comme un refrain « Nous sommes la tempête qui se lève, nous sommes la tempête qui se lève, vous n'êtes rien, nous sommes la tempête qui se lève », cela a été montré, c'est un décalque d'un discours de Goebbels en 1932 aux obsèques d'un militant nazi. Nous sommes dans ce moment-là, au cœur des vieilles démocraties. Et donc, en effet, c'est pas la question de dire que le peuple est mauvais, c'est de se dire qu'on a rendez-vous avec une certaine forme de responsabilité, et notamment celles et ceux qui prétendent s'opposer à ça. C'est pour ça que je suis très sévère sur l'actuelle présidence d'Emmanuel Macron. Je suis, comme certains d'entre vous, quelqu'un qui a voté au deuxième tour à 2 reprises contre l'extrême droite pour Emmanuel Macron. Et mon vote a été pris en otage par quelqu'un qui a fait tout le contraire et qui continue à faire tout le contraire, au point de ne même pas respecter le sursaut des législatives anticipées de l'an dernier et du nouveau Front populaire. Et au point même de faire, et ça concerne ce qui se passe ici, de mettre le feu à un accord de paix immensément fragile. Et on a parlé des années 80, je suis à l'origine par mes révélations en partie, c'était dramatique après le massacre de la grotte d'Ouvéa, des accords qui a eu lieu en Nouvelle-Calédonie,
Et c'est Emmanuel Macron, avec d'ailleurs l'actuel Premier ministre Sébastien Lecornu, qui ont brisé une dynamique, dans ce qui est la plus grande possession, je le rappelle, d'un pays, la France, qui reste la dernière puissance coloniale directe dans le monde, par l'ampleur des territoires qu'elle possède directement. Et c'est ce qui fait de la France la deuxième puissance maritime du monde. Et c'est pour ça qu'ils y tiennent. La grandeur, toujours. Et donc, pour les autres questions, rendez-vous aux signatures. Oui. Non, là, on me fait des signes hostiles par là. Moi, j'ai le micro, je le lâche pas. Non. Qui a le micro ? J'ai le micro. Moi, je le lâche pas. Ah, Stéphanie. Ah ben non. Alors, on arrête tout. Charlie, on arrête tout. Stéphanie a le micro. Non, mais je suis Dernière question. Je l'ai déjà. Alors, je voudrais surtout déjà vous remercier. Vous remercier, Monsieur Plenel, pour cet engagement qui a commencé au XXe siècle et qui perdure dans un XXIe siècle très compliqué. Merci beaucoup, Madame Souenem, pour votre analyse de cette situation ô combien complexe et votre témoignage. Merci, Canel, pour l'intelligence de cette modération. Ce que vous avez présenté sur la difficulté à être journaliste dans ce contexte politique absolument désastreux fait écho chez moi à ce qui se passe aussi dans le monde universitaire. Je suis universitaire et chercheuse. Et sur la façon dont des formes de dictature s'imposent aussi pour le contrôle, pour l'abolition de l'indépendance de la recherche et pour le contrôle de la production des savoirs. Et donc, je vous remercie aussi parce que, en tant qu'universitaire, on se demande parfois comment continuer à produire et comment continuer à s'engager. Et la question, est-ce qu'il faut s'arrêter, est-ce qu'il faut continuer ? C'est vraiment important de voir comment vous y répondez. Je voudrais dire que tout ce que vous décrivez sur la façon dont la fachosphère s'impose en abolissant les limites, celle du droit, celle de l'égalité, elle utilise aussi la fabrique du mensonge et elle utilise des outils de propagande dont vous n'avez pas parlé, qui sont ceux de l'IA, et qu'on retrouve évidemment sur tous les réseaux sociaux. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, la population, on s'est posé la question juste avant, est-ce que c'est le peuple qu'il faut incriminer ? On sait que le peuple est nourri par l'IA aujourd'hui. Et donc moi, j'aurais aimé savoir comment vous faites, sachant qu'aujourd'hui, tout ce que l'on produit, quand on est journaliste, quand on est chercheur, quand on produit quelque chose, est utilisé par l'IA pour servir justement à nourrir la propagande de l'extrême droite et de la fachosphère. Un peu comme l'exemple de la crèche que vous avez amené, qui était terrifiant. Donc moi, je sais que j'ai une question, c'est comment on fait pour continuer à produire des savoirs avec le risque que l'IA et que la propagande de l'extrême droite les utilisent à contre-emploi. Je ne veux pas vous mettre dans l'embarras. Alors, faites une question pour réponse oui ou non. Non, mais parce que c'est la complexité aussi de ce 21e siècle aujourd'hui. Et si ça marche, et si Trump, et si Poutine, et si tous fonctionnent aussi bien, c'est qu'ils ont des outils de propagande qui sont des rouleaux compresseurs. Donc, qu'est-ce qu'on fait face à ça ? C'est pas la première révolution industrielle de la communication. On en a connu d'autres. Chaque fois, la modernité accélère et la dernière, c'était la presse de masse. C'est une bataille. C'est l'usage social. L'intelligence artificielle, ne vous faites pas avoir par cet anglicisme. Elle n'est pas intelligente. Ce n'est que l'accumulation de données. Les scoops de Mediapart, elles ne peuvent pas la trouver. L'intelligence artificielle ne peut pas trouver ça. Donc, bien sûr que... Pour tout vous dire, c'est ce que je disais sur la responsabilité, les occasions perdues, qu'il y avait les possibilités. L'Europe commençait à se poser la question d'une régulation et de sanctions sur ces plateformes.
le commissaire européen français Thierry Breton, vient de la droite, mais il était très compétent là-dessus, donc pas mais d'ailleurs, hein. Je dis ça, il est même venu à Mediapart et on a très très bien dialogué. Et M. Emmanuel Macron a laissé qu'on le vire pour mettre son protégé, M. Séjourné, à la place. Je dis ça sur la possibilité de faire aux États-Unis la libéralisation de l'ensemble du réseau numérique et le fait que c'est comme une loi de la jungle, c'est Bill Clinton qui l'a fait. L'ouverture au privé de la conquête spatiale avec les folies d'Elon Musk, c'est Obama qui l'a fait. Donc, ce que je veux dire, c'est que et le groupe Bolloré en France, si je prends ces questions de concentration, de conflit d'intérêts, de démultiplication de cette caisse de résonance, eh bien, c'est que des dispositions n'ont pas été prises. La loi qui régit ces questions-là en France, elle est de 1986, elle est obsolète. Donc, la vraie question, c'est les occasions qui ont été perdues. Aujourd'hui, il faut agir au niveau français, au niveau européen, au niveau de chaque nation. Pourquoi la Silicon Valley, tous ces gens qui produisent tous ces réseaux sociaux, pourquoi il y a 10 ans, ils votaient démocrates et ils étaient vus comme le lieu des idées progressistes, de ce que les autres diabolisent comme wokistes aujourd'hui? Et pourquoi ils sont tous comme des petits toutous auprès de Trump aujourd'hui? Pour une raison très simple, le débat montait chez les démocrates. Parce que les États-Unis, c'est le pays où on a le droit de s'enrichir, mais c'est le pays aussi qui s'est réveillé face aux barons voleurs et qui a fait des lois antitrust. C'était sous Roosevelt, le New Deal. Et on a cassé des monopoles, on a cassé des situations d'abus de position dominante. Eh bien, ce débat était en train de venir. Google, c'est plus possible, on doit casser. Facebook, Meta, c'est plus possible. Ce débat montait. Trump arrive et il leur dit, avec moi, rien. Non seulement rien, mais vous pourrez tout faire. Et vous pourrez vous enrichir encore plus. Donc, voilà, nous sommes dans un moment où il faut réguler cet espace-là, comme il faut réguler la question du débat sur les richesses et sur l'explosion des richesses, la question du débat en France sur la taxe Zuckman, c'est-à-dire simplement... Mais quand même, jusqu'aux années 70... un milliardaire aux États-Unis, il payait 90% de sa fortune en impôts. Et il restait très riche quand même. Parce que quand on s'enrichit parce que la société vous a permis de vous enrichir. À quoi ça sert les impôts? À faire qu'il y ait des écoles. Je crois, M. Plenel, que vous avez raison, sans vous couper. Ce n'est plus possible. Ce n'est définitivement plus possible de continuer. Mais... Et on va vous demander de sortir. Je pense qu'il y a c'est la cérémonie officielle, hein, c'est ça. Mais normalement, on n'était pas prévu pour la cérémonie officielle. On m'annonce que, vu la quantité de révolutionnaires qu'il y a dans la salle, il y a un satellite Starlink qui est en train d'organiser son ciblage. À moins que vous ayez des téléphones qui ne soient pas relayés au Mossad, je vous conseille de rentrer chez vous tout de suite. On va avoir des problèmes, parce Charlie. que vous êtes en danger. Hein? Donc, la sortie, c'est là, maintenant. Merci encore.